Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième rendez-vous du biodéchet. Je me présente, je suis Marina Tenda, je fais partie de l'équipe marketing et communication de Green Creative. Avec moi aujourd'hui, notre invité Serge. Et avant de lui passer la parole, je voulais juste revenir sur le pourquoi de ces rendez-vous. Alors, comme vous le savez, Green Creative est depuis maintenant 10 ans aux premières loges d'une filière du biodéchet qui ne cesse d'évoluer. Et donc, fort de cette expérience et des échanges réguliers qu'on a avec nos clients et partenaires, on souhaite contribuer à la progression de la filière en mettant en avant ses acteurs, ses actualités, ses défis à travers des conversations de 30 minutes à bâton rompu. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Serge. Serge, tu es composteur, agriculteur, viticulteur en AOC Champagne, déconditionneur et exploitant de la compostière de l'Aube à Bouilly. Bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux commencer par rapidement te présenter et présenter ton activité de déconditionnement? Eh bien, écoutez, bonjour à tous. J'espère que le son, c'est bon. Tu me réponds, Mawena? Oui, oui, super. C'est bon. Alors, je ne bouge plus. Voilà. Bon, concrètement, donc, je m'appelle Serge Ninorey, j'ai 52 ans. J'ai monté avec mon frère, mon oncle et mon père, il y a 18 ans maintenant, 19 ans, une installation de compostage qui est aujourd'hui installation classée. On traite 40 000 tonnes de déchets par an. Essentiellement des déchets verts, des déchets d'assainissement, des stations d'épuration, ainsi que des biodéchets. Des biodéchets, donc plutôt des déchets alimentaires. Voilà. Le but de cette activité, il y a 20 ans en arrière, ben, tout bêtement, en étant agriculteur, le but du jeu, enfin, le but, si vous voulez, c'était de toute cette matière organique qui était un petit peu perdue, à l'époque on parlait que des déchets verts, hein, et ben de la recycler et puis ben de la mettre dans les champs, voilà, à la place des engrais chimiques. Et concrètement, sur la ferme familiale, c'est 200 hectares de grandes cultures, hein, colza, blé, orge, betterave, etc. Ben depuis 15 ans, on ne met plus du tout d'engrais phospho-potassiques. On a recours qu'au compost. Voilà. Je t'ai parlé tout à l'heure un petit peu de vigne. Effectivement, j'ai la chance de pouvoir exploiter aussi 1 hectare de vigne en AOC Champagne. Donc, c'est un énorme privilège dans le monde mondial parce que voilà, c'est comme ça, c'est historique, hein. Donc, effectivement, j'ai cette triple, on va dire, activité, à la fois composteur, à la fois agriculteur, à la fois exploitant viticole. Et en plus, j'ai une expérience, j'ai bossé pendant 15 ans chez un prestataire du déchet, où tout ce qui est collecte, etc., c'était mon métier avant. Voilà, en 2 mots. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, depuis ta perspective d'agriculteur, pourquoi la question de la qualité du retour au sol, elle est aussi importante? Pourquoi elle est aussi importante? Ben parce qu'elle est essentielle. Et comment vous expliquer ça? euh, Avant alors, on parle tu as parlé du retour au sol. Mais ce n'est pas spécialement pour le déconditionnement, c'est valable pour toute matière. Nous, depuis le départ, donc depuis 20 ans, hein, où on traite notamment du déchet vert, on trie tous les déchets en entrée. En entrée du site, on enlève tout ce qui est plastique, etc. Tout bêtement, pourquoi? Ben parce qu'on s'est rendu compte que quand on est à la fois fabricant de compost et soi-même utilisateur de compost, la notion de qualité, elle est fondamentale, elle est même essentielle. C'est même des choses où je me suis jamais posé la question. Mais j'ai la chance de pouvoir exploiter les terres que mon grand-père ou voire mon arrière-grand-père exploitait déjà. Donc, aucun intérêt pour moi entre guillemets, de pourrir les terres de mes grands-parents, voire de mes arrière-grands-parents, avec des matières plastiques, ça fait honnêtement 40 ans, 50 ans qu'on produit, quoi. Donc, pour moi, c'est évident. Après, il est vrai que dans le domaine du déchet, c'est pas forcément la conviction de tout le monde. Parce que le déchet, on en prend un bout, on travaille à un moment de la filière et on ne s'inquiète pas du devenir. Dans mon cas, c'est totalement différent, c'est-à-dire que on ne les collecte pas, mais on les traite, on les transforme en compost et ensuite on les met dans nos champs. Donc forcément, la qualité du compost, enfin, c'est évident.
Et de là, ce que je veux dire, c'est que bon, la réglementation, elle a effectivement évolué, et tant mieux. On ne peut pas faire n'importe quoi. Si on veut favoriser le retour au sol de la matière organique, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, ça, pour moi, c'est évident. Et alors, justement, aujourd'hui, donc il y a une sorte de prise de conscience qui s'accélère sur l'importance de ce retour au sol et de la qualité de la valorisation des biodéchets pour vraiment être dans une circularité de cette filière. De ton point de vue, quels sont les plus gros freins ou les plus gros défis au sein de la filière, justement pour avoir une plus forte exigence autour de cette qualité de la soupe? On va dire la qualité chimique d'une soupe de conditionnement, ou voire même de déchets verts, hein, etc. On la connaît, c'est riche en phosphore, en potasse, en azote. Donc ça, n'importe quel paysan sait qu'il en a besoin pour ses cultures, pour sa vigne, pour son maraîchage, etc. Ça, on n'en revient pas dessus. En revanche, ce qu'on appelle, nous, les indésirables, on est bien d'accord. Et essentiellement pour le déconditionnement, je sais de quoi je parle, hein, ça fait 10 ans que je fais du déconditionnement, ça fait 6 ans que j'ai une machine de déconditionnement FlexiDry, un des premiers modèles qui existait. Donc, excusez-moi, mais je pense pouvoir savoir dire, je sais de quoi je parle. Voilà. Et effectivement, quand on a choisi, il y a 5 ans, 6 ans maintenant, cette machine, on avait été voir plusieurs prototypes, plusieurs autres techniques, etc. Mais moi, ce qui m'a séduit, c'était la quantité, ce qu'on appelle d'indésirables, c'est-à-dire les bouts de plastique qu'on retrouve forcément à un moment donné dans la soupe. Et en matière de déconditionnement, pour moi, si Lucille m'entendait, elle se rappellerait bien ce que je lui ai dit à l'époque, c'est que si les plastiques sont trop propres, ça veut dire que forcément, il y a du plastique qui est passé dans la soupe. En revanche, si les plastiques sont un petit peu sales, on va dire, qui sont encore, on va dire, pollués ou entachés de matière organique, et bien là, tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a moins de plastique qui est passé dans la soupe. J'expliquais, nous, on fait du compostage depuis 20 ans. En méthanisation, vous prenez la soupe, vous la passez dans le digesteur, vous récupérez le gaz, évidemment, c'est le but du jeu, et on récupère le digestat. 1 mètre cube ou 1 tonne, on va dire, de soupe va faire 1 tonne de digestat. En compostage, attention, ce n'est pas du tout la même chose. 1 tonne de déchets va faire, allez, bon an, 200 à 300 kilos de compost. C'est-à-dire qu'on concentre la matière. Et donc, si vous avez un petit peu de plastique au début, eh ben, dans votre soupe, vous allez en retrouver 3 à 4 fois plus à la fin en compostage. Donc, ça veut dire que le compostage, pour moi, est un révélateur des indésirables beaucoup plus important qu'en méthanisation. D'autre part, l'utilisation de compost, on le prend. J'ai des maraîchers, moi. Classiquement, qu'est-ce qu'on fait? On prend la main et on met la main dans le tas de compost, quoi. Dans le digestat, ça vient pas grand monde l'idée de prendre du digestat dans la main et de le regarder, quoi, parce que ça colle, c'est humide, etc. Le compost, par contre, on prend la main, on va le sentir et on va la regarder. Et là, quand vous fermez la main, si vous avez un petit bout de verre qui vous pique le doigt, tout de suite, aïe, ça ne va pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'autre part, le compost, vous savez, les tas, on les laisse pendant, on va dire, 6 mois, il va pleuvoir dessus, etc. Quand vous avez un petit rayon de soleil, après 6 mois de pluie, votre tas de compost, il est dehors, ça brille. Si votre compost il brille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du verre dedans, donc c'est pas bon. D'autres expériences que je peux vous livrer, vous êtes viticulteur, vous avez mis du compost dans votre vigne, ou du digestat, mettons, pourquoi pas. L'hiver, vous allez tailler votre vigne, c'est-à-dire devant chaque pied de vigne, vous y êtes 3-4 minutes. Vos yeux, effectivement, vous êtes au ras du sol, ils vont aller au sol. Si là, vous retrouvez des bouts de plastique, tout de suite, vous allez faire le lien entre le compost ou le digestat que vous avez mis dans votre vigne. Voilà, ça ne va pas, quoi. Ça va pas. Le maraîcher bio qui a utilisé du compost, du digestat, de biodéchets, de déconditionnement, et bien pareil, il n'a pas le droit d'utiliser de produits phyto, ce qui est tout à fait logique. Et ben il va prendre sa binette, il va piocher, il va être au ras du sol. Il ne va pas être dans un bureau sur la côte est des États-Unis ou à Paris. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Il va avoir le contact direct avec le sol. Et s'il a pourri son sol avec des ajouts d'amendements organiques ou de digestat
qui ne sont pas conformes. Là encore, conforme à la réglementation, c'est une chose, mais il y a l'acceptation. Vous pouvez, par expérience, je dis, ça fait 10 ans que je fais des conditionnements, j'ai fait du compost qui était conforme à la réglementation, mais qu'en aucun cas, j'aurais mis dans mes champs, parce que ça n'allait pas, quoi. Justement, alors là, j'ai une question là-dessus. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui qui est justement moteur de cette filière? Visiblement, ce n'est pas la réglementation qui, en fait, n'est pas assez exigeante. Est-ce que toi, tu vois un rôle des agriculteurs dans l'accélération de cette prise de conscience? Bah, alors, l'agriculteur, c'est vaste, hein, le domaine de l'agriculture. L'agriculteur, il peut voir deux choses. Il peut voir le chiffre d'affaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire d'avoir du digestat qui lui coûtera moins cher que des engrais. L'agriculteur, il n'a pas attendu la méthanisation, il n'a pas attendu Green Creative, il n'a pas attendu la déforestation pour faire pousser son blé ou ses betteraves. D'accord, il travaillait avant. Par contre, aujourd'hui, il a une autre solution de pouvoir remettre de la matière organique. Et je ne vais pas vous faire un cours sur la matière organique, ce n'est pas le but et je n'ai pas le temps, mais elle est essentielle à la vie des sols. Essentielle. Je suis biochimiste de formation, je suis paysan, je suis composteur, donc je sais de quoi je parle. Maintenant, il ne faut pas faire ça à n'importe quel prix. Il faut pas, sous prétexte de faire on va dire, des économies d'engrais ou rajouter de la matière organique, polluer le sol. Alors, polluer, c'est un grand mot, j'aime pas ce mot-là, mais plus on a une technologie qui va permettre d'éliminer tous ces indésirables. Et dernièrement, j'ai entendu parler que même sur le compostage, il y a des techniques qui existent où on arrive même à faire du tri optique, c'est-à-dire après le compostage, on arrive même à séparer les plastiques. Bon, bah, tant mieux, quoi. C'est des choses, il y a 10 ans, on m'aurait parlé de tri optique du compost, j'aurais rigolé. Ben non, aujourd'hui, c'est peut-être possible. Ouais, tant mieux. Et bien justement, parlons du coup très concrètement des bonnes pratiques, des technologies, des solutions, des partenaires qui te permettent toi aujourd'hui d'avoir justement un retour au sol d'une qualité exceptionnelle. Avec ton expérience, et avec un peu de recul, qu'est-ce que tu penses qui est clé dans la manière dont tu t'es entouré de solutions, de partenaires, de bonnes pratiques? Pour moi, mais c'est mes visions. Hein. Je voudrais pas être dogmatique. C'est pas parce que j'ai 20 ans d'expérience de compostage derrière moi que j'ai la science infuse, loin de là. Mais pour moi, le tri à la source est essentiel. Tout bêtement, un bout de plastique, si on évite qu'il soit dans le tas, si on l'enlève avant, parce que quand on va le broyer, c'est pas un bout de plastique. Certes, on va peut-être plus le voir, mais il va être multiplié par 100, quoi. C'est plus facile d'enlever un bout de plastique, un sac plastique avant. C'est plus facile aussi d'enlever la bouteille de bière, la canette, hein, voilà, avant qu'elle soit passe dans une mécanique, parce que là, elle va être cassée, plutôt que de bousiller les pompes avec. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour moi, le tri en amont, la qualité dans les filières de recyclage, elle se fait à tous les niveaux. À la fois au niveau de la collecte, au niveau du tri, c'est-à-dire aussi il faut énormément communiquer. Moi, j'ai des expériences, on travaille depuis 5-6 ans avec des supermarchés pour les biodéchets. Chez certains, il n'y a aucun souci. Les bacs qui reviennent, ils sont triés, c'est nickel, c'est propre, on ne se pose même pas de questions. Avec d'autres, c'est même pas la peine. Quand ils arrivent, on sait que voilà, quoi. Donc, il y a de la communication. Il y a expliquer aussi, parce que je pense encore qu'il y a des gens qui s'imaginent que quand on met dans un bac, ils ne savent pas derrière le boulot qu'il y a. Et le boulot et la finalité. Dire que ça ne va pas en décharge, ça va pas en incinération. Si on est là pour recycler, pour récupérer la matière organique, il faut qu'elle soit forcément de qualité. Et après, au niveau des technologies, effectivement, on parle de Green Creative, mais si on a choisi, nous, à l'époque, cette solution-là, et encore maintenant même, j'ai eu la chance de tester pendant quasiment 1 an leur dernière machine, et la qualité de la soupe, pour moi, elle est je vais pas dire, comment on va expliquer ça? Elle convient à l'utilisation que je veux en faire, quoi. Voilà. J'aime mieux, encore une fois, avoir des pertes, c'est-à-dire avoir des plastiques, des emballages sales. Voilà, mes réglages, je les faisais comme ça. J'aime mieux avoir des plastiques sales, c'est-à-dire avoir de la matière organique, un petit peu de matière organique, quelques pourcents, qui vont partir dans les emballages, plutôt que des emballages nickel,
qui sont synonymes que du coup dans la soupe, on va avoir une partie de plastique, quoi. Voilà. Très clair. Alors, je vous invite tous à poser vos questions dans le chat si vous avez des questions pour Serge. Et en attendant de voir arriver vos questions, je continue, Serge, à te poser les miennes. Comment est-ce que est-ce que tu as l'impression que ce sujet de se préoccuper autant de la qualité du retour au sol, c'est un sujet on est en train de prendre conscience de plus en plus de ça? Ou est-ce que toi, de ton point de vue, tu as encore du mal à convaincre, notamment au sein de la filière, de l'importance de cette qualité du retour au sol? Alors moi, tu prêches un convaincu, parce que moi, ça fait 20 ans que j'ai une équipe tous les matins avec un télescopique, avec des gants et un cutter qui trie les déchets verts à la main et qui ramasse tous les plastiques avant de les mettre en compostage. Donc voilà, c'est vrai que j'ai du mal à concevoir qu'on puisse mettre dans les champs, dans les vignes, dans les maraîchages, etc., des produits bourrés de plastique, quoi. Pour moi, c'est inconcevable, quoi. Après, je sais que, alors, je ne suis pas un féru de réglementation, hein. J'ai Fabienne qui connaît mieux ça que moi, l'évolution de la réglementation, mais je sais que la réglementation évolue et que on fait de plus en plus attention à tout ce qui est microplastique, etc., parce qu'à un moment donné, il faut bien les enlever. Il vaut mieux avoir moins de déchets, mais plus propres, et assurer surtout la pérennité de la filière de retour au sol. Un paysan, vous allez le bananer une fois, mais pas deux, quoi. À un moment donné, il va dire, attends, tu te fous de moi, quoi. Donc, voilà, je crois qu'à tous les points, à tous les niveaux de la filière, que ce soit au niveau de la collecte, enfin, pas de la collecte, mais du tri des biodéchets à la source, de la collecte, du traitement, que ce soit par compostage, méthanisation, ensuite de l'utilisation du digesta ou du compost en agriculture, en viticulture ou en maraîchage, à toutes les étapes. Comment expliquer ça? Il faut qu'il y ait une relation de confiance, en fait. Paysan, vous l'aurez pas c'est un travail de toute une chaîne. Alain, le pire qu'on pourrait avoir, c'est parce que du digesta de méthanisation, j'en ai composté. Il faut quand même que je vous la raconte, mon histoire avec mon petit ami. Je ne vais pas me faire les laboratoires d'analyse comme copain aujourd'hui, mais ce n'est pas le but du jeu. Quand on a fait l'essai donc il y a 6 ans de déconditionnement des biodéchets des magasins, hein, je suis allé donc chez Green Creative à Sucy-en-Brie, sur leur atelier, où on a testé la machine avec mes propres biodéchets. Et j'étais monté avec un petit ami de maçon. Donc, c'est un petit ami rotatif, pas rotatif, un petit ami rond en plastique, hein, de maçon, vous savez, pour tamiser le sable, pour faire des enduits, truc tout fin, là, avec une maille de 2 mm par 2 mm. Voilà. Et donc, sa soupe de biodéchets, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, je l'ai prise, je l'ai mis dans mon petit ami, j'ai rajouté de l'eau et j'ai tamisé pour récupérer les plastiques. Voilà. Bon, ça, vous voyez, ça ne coûte pas cher, hein, comme test, et ça nous permet de savoir si c'est acceptable ou pas acceptable, quoi. Le zéro déchet, le zéro plastique, on ne l'aura pas, c'est pas possible, il ne faut pas rêver. Mais moins on en a, mieux c'est. Mieux c'est. J'ai des questions là, donc, du coup, qui arrivent. Recevez-vous des collectes de biodéchets issus de la collecte des habitants? Si oui, y faites-vous-y un tri avant passage en déconditionneur? Ouais. Alors, on reçoit effectivement. C'est toujours pareil. Le terme biodéchet, c'est un nouveau terme. Il y a 20 ans, le biodéchet, ça n'existait pas. Aujourd'hui, au sens de la réglementation, les biodéchets, c'est tous les déchets, que ce soit des déchets alimentaires ou des déchets issus de l'alimentation. D'accord? Donc, tout ce qui est déchets verts, ça tout le monde connaît, c'est facile. Par contre, tout ce qui est déchets alimentaires, là aussi, vous avez 3 provenances différentes. Vous avez le direct de l'industrie agroalimentaire, donc emballé ou pas emballé. Okay, donc ça, c'est entre guillemets facile à gérer parce que c'est des gros volumes. Et puis, vous réglez votre machine pour déconditionner. Ça, c'est facile. Vous avez ensuite les déchets des supermarchés. Donc ça, c'est ce que j'appelle les GMS. Donc là, c'est pas évident parce qu'il y a tout. Il y a tous emballages, il y a tout type de déchets. Voilà. Et ensuite, il y a le 3e type de déchets, c'est tout ce qui est déchets de cantine, hein, cantine, restauration, qui peuvent être provenant des gros producteurs. Et là, là c'est pareil, on retrouve de tous. Tout dépend aussi de la volonté
de la cantine collective, si le tri a bien été fait au départ, si vous retrouvez les pots de yaourt dedans, voilà. Je pense qu'il y a... donc toi, tu refais un tri de ce que tu reçois sur place, sur ton exploitation. Ouais. Moi, je refais un tri parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ben, c'est plus facile de retirer un sac plastique avant qu'il passe dans le broyeur ou avant qu'il passe dans la décontineuse. La bouteille en verre, dans tous les cas, ou la bouteille de jus de fruits. Voilà. Nous, on a mis en place un tapis de tri en amont de la déconditionneuse pour permettre de trier. Voilà. En amont. Comment s'effectue le mélange de la soupe avec le reste des déchets, et notamment les déchets verts? C'est facile. Vous prenez une chargeuse avec 3 mètres cubes, c'est un petit peu de la cuisine. C'est facile quand on a une installation de compostage, comme la nôtre. Donc, on mélange du déchet sec, du bois broyé, de la sciure, des copeaux, etc., du déchet vert frais, avec la soupe de déconditionnement, et ça marche bien. Aucun problème pour composter. Et les micro-organismes, ils ne sont pas fous. Les aliments, si on les mange, c'est pour avoir de l'énergie. Donc, de toute façon, c'est ceux-là qui vont dégrader en premier. C'est très facile de composter du biodéchet, de la soupe de déconditionnement. Avec la mise en place de la collecte sélective, donc gros producteurs et habitants, est-ce que le déconditionnement reste indispensable? Ouais. Le déconditionnement est un outil qui permet pour moi de traiter certains flux, tout ce qui est VMS, tout ce qui vient d'industrie agroalimentaire, tout ce qui vient, ce que j'ai expliqué, des cantines, etc. Après, nous, on essaie de développer dans notre département, on a la chance d'avoir une collecte des déchets verts en porte-à-porte. Et donc, là, ce qu'on essaye de faire comprendre à la collectivité, c'est de mettre les biodéchets des ménages, c'est-à-dire les restes de repas, les os, les croûtes de gruyère, les épluchures, etc., dans les déchets verts. Ça ne coûte pas de collecte en plus. Il y a pas de... et pour nous, le compostage, il n'est pas compliqué. À partir du moment où ça part, pour moi, d'un esprit volontaire. Si vous obligez les gens, ils feront tout et n'importe quoi. Si par contre, vous leur expliquez, et c'est pour ça que je dis, dans ce métier, la communication, c'est quelque chose de très important. Encore aujourd'hui, nous, ça fait, je vous dis, 20 ans qu'on composte, il y a des gens encore, même dans le village où on habite, ils n'ont pas encore compris que leurs déchets verts, ils étaient traités dans le village. Voilà, quoi. Donc, il y a un gros effort de communication. Et de c'est pour moi, la technologie, c'est bien beau, les déconditionneuses, les machins, les trucs, les bidules. Mais pour moi, l'avenir, c'est expliquer aux gens, de leur dire, ça, vous voyez, on arrive à en faire ce super compost. Il y a même des gens, au début, quand on faisait visiter notre installation, qui se demandaient où est-ce que j'achetais le compost. Ils n'avaient pas compris que c'était leur déchet. Ah oui, ça vous fait rire, mais... Voilà quoi, mais nous on est au milieu, on est tous autre question, Serge, je t'interromps parce qu'on a plein de questions qui arrivent là. Quel est le taux de matière sèche en sortie de votre déconditionneur? Taux de matière sèche, ça dépend ce que vous avez mis dedans. Si c'est que du yaourt, on a 80%. Si c'est de la semoule, vous voyez ce que je veux dire, nous on essaie d'utiliser le moins d'eau possible parce qu'en compostage, l'eau c'est pas génial, ça prend la place de l'oxygène et de l'air, donc voilà. Tout dépend ce que vous avez déconditionné, quoi. Pour répondre bêtement. Une question sur ton tapis de tri en amont là, de ton déconditionneur. Comment ça se passe? C'est manuel? C'est du tri manuel? Ouais, manuel. Je n'ai pas trouvé de machine encore qui remplaçait les bras et les yeux de l'homme. Voilà, c'est manuel. Très bien. Alors, il y a plusieurs questions là-dessus, sur justement comment sortir les plastiques des lots des déchets verts. Donc, tout ça, c'est du tri manuel en amont avant que ça rentre dans le déconditionneur. Autre question, est-ce que la soupe, on peut en faire du bioplastique? Alors, je sais pas si je comprends bien la question. Du bioplastique. Ou est-ce que... pas la soupe, du bioplastique. Alors, on peut en faire du compost. La soupe de déconditionnement rentre dans la norme NFU 44-051. Donc, pour nous, il n'y a aucun souci. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a réussi à avoir de l'agrément sanitaire pour pouvoir traiter ce type de produit, puisqu'on monte à 70 degrés pendant 1 heure, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, je reviens c'est un petit peu ce que j'ai expliqué. C'est que, par expérience, j'ai vu pas mal de choses dans le biodéchet. Je veux dire, à un moment donné, j'ai eu les réflexions de dire oh, Serge, ça coûte trop cher ton machin, tu te rends compte, ça coûte plus cher que la décharge. Mais heureusement, c'est normal. Ben ouais, mais je m'énerve là-dessus parce que voilà,
Mais c'est normal. Dans une décharge, vous faites quoi? Vous prenez les déchets, vous les compactez et c'est fini. Enfin, c'est fini. Bon, d'accord, il y a des garanties, etc., etc. Mais nous, chaque tonne de déchets, c'est du boulot, quoi. C'est trié, c'est etc. Si, et il ne faut pas avoir peur, pour vous hein, qui m'écoutez, là, les opérateurs de la filière, si vous avez des déchets, je ne vais pas citer de nom, mais ça se connaît dans le métier, il y a des supermarchés où, si vous voulez, ils font du truc pour faire de la collecte de biodéchets, pour faire de la coque ou de la pub, et ils n'en ont rien à foutre, quoi. À un moment donné, on ne peut recycler de déchets que s'ils sont propres. Donc, oui, ça paraît bête ce que je dis, mais voilà, c'est très bête. Et du coup, il y a justement une dernière question, là, peut-être qu'on a le temps de prendre sur l'hygiénisation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bon, oui, en compostage, nous, on n'a pas trop de soucis parce que 70 degrés 1 heure, on y arrive, donc on n'a pas besoin d'hygiéniser, on n'a pas besoin de chauffer, d'avoir un hygiénisateur à part. Après, que vous parlez, je ne vois pas trop, nous, on a l'agrément sanitaire donc, depuis 2014, donc ça va faire 7 ans maintenant. Pas plus de soucis que ça, mis à part qu'il faut, il faut bien intégrer la démarche HACCP, hein, c'est-à-dire pas mélanger les flux. Nous, on a créé une installation avec un atelier à part, avec un quai, c'est-à-dire les camions qui rentrent avec les biodéchets à déconditionner, ce n'est pas les mêmes qui sortent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on ne mélange pas les flux, on nettoie. Enfin, bon, voilà, quoi. C'est toute une démarche quasiment digne de l'agroalimentaire, quoi. Alors, il y a une autre question intéressante justement là sur les nouveaux plastiques, les plastiques compostables. J'ai entendu dire que les composteurs n'aimaient pas trop intégrer des plastiques compostables car ils n'apportent pas de valeur nutritive au compost. Avez-vous des retours d'expérience à faire là-dessus? Alors ça, c'était une très bonne question. Il y a 2 ans, on a fait avec un parc d'attractions local, bon, je peux dire le mot, au moins je peux leur faire de la pub parce qu'ils étaient en avance sur beaucoup d'autres, c'est Nigloland qui est dans notre département. Avec eux, on a développé un programme d'essai. Ils voulaient essayer les vaisselles compostables, etc. Bon, moi, au début, je suis docteur en chimie, en formation, donc au début, j'y croyais pas. Je dis, le plastique, ça ne marchera jamais. Jamais on arrivera à faire du compost avec ça. Donc, on a forcé le truc. Ils nous ont livré des cartons entiers de vaisselle neuve, même pas utilisée. Comme ça, on a pu faire les essais l'hiver. On a mis ça dans du compost, prêt à composter. Et là, j'ai été vraiment surpris. Tout ce qui est PLA, etc., au bout de 3 semaines en compostage, on ne retrouvait plus rien, quoi. On a retourné le tas plusieurs fois, etc. Pour moi, ça. Alors, Fabienne, qui travaille chez nous, elle est plus au courant des normes, OK, compost, machin, etc. Mais ouais, ça marche. J'y croyais pas trop, mais ça fonctionne, quoi. Il y a encore des progrès à faire, mais ça marche. De la même façon, tout ce qui est sac plastique, vous savez, de supermarché, biodégradable et tout, j'y croyais pas trop non plus. Et franchement, nous, en compostage, on ne les retrouve pas, quoi. Au bout de 6 mois de compostage, c'est bon, quoi. On ne les retrouve pas. Bon, ça, c'est une super bien. nouvelle. Une dernière question que je pose de manière complètement intéressée, du coup, en tant que green créative. Mais avez-vous une belle différence de performance entre anciens et nouveaux modèles de déconditionnement? Ouais, ça n'a rien à voir. Prenez une 2 chevaux, une Ferrari. Arrêtez. Non, j'exagère, mais attendez, le premier modèle que j'ai, moi, c'est la V0. Alors, personne ne connaît. Il y en a 3 en France. Voilà. Et puis, la dernière version, c'est un machin. Voilà, oui, c'est ce que je dis, c'est une Ferrari, quoi. Non, on ne peut pas comparer. Ça n'a rien à voir. Mais c'est normal. C'est un métier où on est en perpétuelle évolution. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, dans 5 ans, ça peut être encore différent. Il y en aura d'autres techniques, d'autres machins. On aura peut-être mélangé les flux. Moi, pour revenir sur les sacs biodégradables, j'y croyais pas trop. Mais en réfléchissant maintenant, à quoi ça sert de faire de la collecte de déchets organiques, vous savez, des cantines, etc., dans des sacs qui ne sont pas biodégradables? C'est débile. C'est débile. Bien sûr. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas d'action dans l'industrie chimique de fabrication des plastiques non recyclables. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, je pense qu'il y a des évolutions à faire. Pour moi, la collecte de biodéchets, elle doit se faire dans des sacs recyclables. Biodégradables, quoi, évidemment. Ah oui, évidemment. Évidemment, comme vous dites, évidemment. Ouais. Je vois l'heure qui file. Merci beaucoup, Serge, d'avoir accepté de te joindre à nous. C'est toujours un plaisir de t'avoir.
Merci à tous les participants pour vos questions. Vous allez recevoir par email un lien vers le replay que vous pourrez partager à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Et je vous donne rendez-vous le 14 septembre prochain pour le 3e rendez-vous du biodéchet avec Morgane Paria de Paprec pour parler justement de biodéchets et de collectivités territoriales. Un dernier mot pour remercier nos partenaires, Paul Team 2, Pollutech, Paprec, Biogaz Vallée et RISPO. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre présence et vos questions. Merci beaucoup Serge, à bientôt. Bientôt, au revoir. Au revoir.